On passe à l'ouest. Oui, il est 17h30 et comme chaque mois, on passe à l'ouest en mots, en verbes et en histoire, en littérature avec Alexandre et ses invités, Daniel Pellegrino et Ben Chevalier, éditeurs de bande dessinée pour l'association Atrabile. Bienvenue à vous trois. Merci d'être venu. Bonjour Daniel, bonjour Ben, comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors, fin des années 90, la Suisse s'expose au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et profite de cet événement pour mettre en lumière la diversité de sa proposition culturelle. Dans le même temps, quelque part à Genève, Atrabile débute un projet avec une ligne éditoriale ambitieuse qui s'attache à défendre une BD expérimentale et plus contemporaine que l'image que le public se faisait de la culture BD dominante. En 1997, vous publiez le livre Fromage Confiture de l'auteur genevois Frédéric Peters, une fable de 30 pages mettant en scène un père malade, une mère infidèle et un magicien séducteur, le premier ouvrage d'une longue collaboration. Si je vous en parle de ce titre, c'est aussi parce qu'en 2002, c'est la consécration pour cet auteur, puisque son nouveau livre, Pilule bleue, toujours chez Atrabile, est nommé pour le prix du public au Festival d'Angoulême. Mais aussi parce que je me suis rendu compte que vous avez collaboré, si je compte bien avec mes doigts, sur 18 projets de livres avec lui, et ça c'est sans compter sur les projets collectifs. Atrabile, c'est donc des moments de grâce, car il y en a eu d'autres, mais aussi des aventures humaines qui durent. D'ailleurs, vous continuez à porter votre projet en toute modestie, en vous définissant comme passeur ou comme facilitateur du livre. Vous permettez donc au public de rencontrer l'imaginaire des auteurs et mettez un terme au vide qui vous précédait sur la scène BD en Suisse romande. À ce jour, vous flirtez non pas avec 180, mais avec 200 titres, publiez une douzaine de livres par année et avez ouvert la porte de vos éditions à des auteurs du monde entier. Autrement, vous avez aussi publié dernièrement le magnifique livre Eye Contact de Simon Beuret, qui est un véritable coup de cœur, ainsi que le livre tout en dessin et sans parole, Jungle de Nicolas Prel, qui est aussi à mes yeux une véritable réussite. Quand on sait tout ça, on a forcément envie de connaître le secret pour que les éditions traversent les modes. Comment expliquez-vous les relations qui durent avec les auteurs notamment ? Daniel Pellegrino. Les relations avec les auteurs qui durent, je pense qu'ils sont pas si mal chez nous, je pense tout bêtement. C'est des relations entre les relations professionnelles et les relations d'amitié aussi. On a commencé quand même avec beaucoup de gens qui étaient très jeunes comme nous. En fait, on est toujours très jeunes, mais on était encore plus à l'époque. Et puis on s'est construit un peu en parallèle avec des gens justement comme Frédéric Peters, mais aussi avec plein d'autres auteurs genevois. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils nous sont fidèles et nous on leur est fidèles. Et puis c'est aussi une des vocations d'Atrabile, c'est-à-dire de construire vraiment un catalogue autour des auteurs. Et on a toujours dit qu'on avait envie non pas de faire des coups éditoriaux de ci de là, mais vraiment de construire un catalogue avec des gens et de les suivre sur le long terme. Est-ce qu'il y a des auteurs en particulier que tu voudrais nommer ? On pourrait les nommer tous, mais c'est vrai que dans la scène genevoise, on porte des gens comme Frédéric Peters, comme Alex Baladi, comme Peggy Adam, comme Isabelle Pralon, enfin la liste est longue, quoi. Et au-delà de ces rencontres, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre rencontre à vous deux, Ben Chevalier ? Est-ce que ça s'est fait dans des endroits précis, dans des atmosphères Oui, alors ça s'est fait, à mon souvenir, ça s'est fait dans un endroit précis, c'était la librairie, quand on était client d'une librairie qui s'appelait Le Paradoxe Perdu, qui était une librairie donc plutôt de bande dessinée américaine et d'autres choses un peu fantastiques, voilà. Et on s'est retrouvés surtout plusieurs fois autour d'un café pour échanger nos avis sur la lecture et sur nos lectures et ce qu'on découvrait en bande dessinée. Tout donc ça oui, c'est vraiment le tout début de notre rencontre. Après, on s'est plutôt bien entendu, mais on était une bande de copains et diverses expériences, entre autres éditoriales, a fait qu'on a à un moment décidé de se lancer dans un truc un peu plus sérieux. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire Atrabile, Daniel ? Atrabile, ça veut dire bille noire. Ouais. Ça vient de la médecine antique qui pensait que toutes les maladies, tous les maux des êtres humains étaient le résultat d'équilibre et déséquilibre entre les différents fluides. La bile noire, la bile blanche, le flegme, le sang, et voilà. Et c'est un mot qui nous amusait, puis ça nous permettait de décliner nos collections. Enfin voilà, c'était un jeu, mais faut pas y chercher un sens trop profond non plus. Non, alors si je peux rajouter un petit quelque chose, ça a souvent été aussi le symbole de l'artiste, de la création, le côté un peu torturé de l'artiste. Une vision complètement romantique et qui n'est plus du tout à l'heure actuelle une vision de l'artiste, mais voilà, c'était un clin d'œil intéressant. Une sorte de bille du stylo, quoi, si on veut. Ouais. Et en 1997, vous commencez d'ailleurs avec Bille Noire, qui est donc une de vos collections.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler? Qu'est-ce que c'est que Bill Noir? Alors, Bill Noir, c'est pas une collection, c'est un collectif. C'est une revue, en fait, collective, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été très importante parce que ça a été le moyen de découvrir le métier d'éditeur, de découvrir aussi des auteurs, de pouvoir travailler dans des formats un peu plus, pour les auteurs, dans des formats un peu plus digestes qu'un album en entier. Oui, principalement c'est ça. Très bien. Puis les collections, Daniel en a parlé un petit peu, donc on a mis en place à cette époque-là, dans les fin des années 90, des collections basées sur les noms des fluides du corps, mais c'était plutôt pour s'amuser que définir des collections à part entière. Maintenant, on a des collections qui sont plutôt liées à des formats, voire on a beaucoup de, entre guillemets, hors collection, qui sont des livres, en fait, qui s'adaptent au niveau du format, au nombre de pages, en fonction du contenu. Très bien. Et Atrabil, c'est donc 26 ans d'existence. Daniel, est-ce que tu peux me dire si tu as constaté des transformations dans le monde de la BD? Et j'ai lu quelque part que la BD suisse ne s'en sortait pas si mal. Comment l'expliquer? Puisque... la bande dessinée en 26 ans, elle a énormément changé. Nous, quand on a commencé à faire de la bande dessinée à la fin des années 90, on était pas loin d'être une anomalie, enfin vraiment ce truc bizarre. On était une poignée d'éditeurs dans les pays francophones, Suisse, Belgique, France, Québec, à publier ce genre de bande dessinée. C'était vraiment des petits groupes qui étaient souvent à l'image de l'association, qui étaient souvent des regroupements d'auteurs qui s'auto-publiaient. Et puis on mettait une bande dessinée qui sortait un peu des formats. La bande dessinée à ce moment-là était très formatée. On voit la BD, ce qu'on appelle le 48cc, la bande dessinée cartonnée couleur, Tintin, Astérix, tout ça. Donc nous, on sortait un petit peu de ces formats avec nos livres qui avaient des paginations qui changeaient beaucoup, des livres en noir et blanc, des thématiques très différentes. Aujourd'hui, c'est alors qu'à l'époque on faisait un peu office de trublion, maintenant c'est un format qui est complètement accepté, même qui a ses propres succès, de Persépolis à Riyad Satouf. On voit que c'est un genre de bande dessinée qui s'est installé, ce qu'on appelle aujourd'hui le roman graphique. Donc ça a énormément changé. Donc à l'époque, il y avait vraiment cette séparation entre les petits éditeurs qui étaient très tournés vers la création, les gros éditeurs un peu industriels qui étaient plus dans la bande dessinée très formatée. Aujourd'hui, tout s'est un peu mélangé. Voilà. Sur la bande dessinée suisse, on a cette espèce de vivier suisse et peut-être plus spécifiquement genevois, sans vouloir être trop chauvin, qui fait que pour des raisons X ou Y, il y a énormément de dessinateurs à Genève. Donc on en a cité quelques-uns. On en a un qui est très connu qui s'appelle Zepp. Avant lui, il y a eu Causet, plein d'autres. Causet, il est valaisan, mais il y a ce petit nid de dessinateurs en Suisse romande. Alors après, on rappelle toujours les origines de la bande dessinée qui viennent de Topfer, qui aurait inventé la bande dessinée à Genève il y a à peu près 150 ans en étant le premier à mélanger le texte et l'image. Voilà. C'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a ce festival d'Angoulême, évidemment, dont on parle chaque année. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous à ne pas manquer si on veut comprendre ces transformations de la BD? Ou est-ce que Angoulême, finalement, est une image représentative de la BD d'aujourd'hui? C'est compliqué. Angoulême, c'est important parce que c'est le plus gros et c'est celui qui draine le plus de monde, mais je dirais au niveau même des auteurs internationaux ou des éditeurs internationaux. Pour nous, c'est très important parce que c'est là aussi on peut rencontrer des gens qu'on aurait rarement l'occasion de rencontrer. Dans les autres festivals ou événements importants, je pense à BD Colomiers, par exemple, qui est à côté de Toulouse, qui est un festival vraiment axé plutôt bande dessinée indépendante. Donc c'est aussi un moment de rencontre particulier, surtout que nous, on peut se retrouver aussi avec plein de gens avec qui on s'entend bien. Il y a peut-être à Paris aussi... Nous, on fait à peu près une dizaine de festivals par an. Festivals, salons, donc on va au Salon du Livre de Genève, il y a BDFil à Lausanne, là, qui sera tout bientôt là, au mois de mai avec une nouvelle direction. Il y a des petits salons comme Fumetti à Nantes, Formula Bula à Paris, enfin voilà, il y a des salons un peu toute l'année. Puis maintenant qui mettent en avant effectivement une bande dessinée qui est plus proche de nos publications, qui sont un peu centrées sur la bande dessinée en guillemets alternative. Ouais. Fumetto à Lucerne est aussi un événement assez important.
D'accord, on essaiera de lister tous ces événements pour les repartager. Écoutez, le temps passe, je vous propose de vous plonger dans le titre Phase 90 de Quicksand, une musique spécialement choisie par l'équipe d'Atrabil. Let's rock! À l'instant sur Radio Vostok, illustration aux amis invités par Alexandre. Livre-moi qui continue maintenant. Voilà, donc on est de retour avec Atrabil et j'avais quelques questions évidemment à vous poser sur vos actualités. Quelles sont-elles et quelles sont les prochaines parutions sur lesquelles vous travaillez, Daniel? Là, tout se bouscule un petit peu là, pour différentes raisons, mais on va avoir là un trimestre jusqu'à l'été très suisse. On va sortir un livre avec Yanis Lamacchia. Qui s'appelle Naturellement, qui est une super bande dessinée peut-être un peu plus expérimentale que certains des livres qu'on a fait récemment. On en profite pour éditer son livre précédent qui s'appelle Des bâtisseurs. On enchaîne avec un livre qui s'appelle Une enfance de paille de Licanus Lee, qui nous vient de Saint-Gall, qui est une traduction du suisse allemand, et puis qui parle des enfants placés. Donc là, c'est un livre aussi très suisse, mais je pense qu'il pourra avoir une thématique qui permettra d'avoir des lecteurs en dehors de nos frontières. Et puis, on va rééditer un livre de Isabelle Pralon, qui est une autrice avec laquelle on a déjà beaucoup travaillé, qui avait été édité par un autre éditeur en 2007, puis qui est épuisé depuis 15 ans. Donc c'est super qu'on puisse remettre ce livre en avant, qui est vraiment un petit chef-d'œuvre et puis qui était plus trouvable depuis toutes ces années. Et d'ailleurs, à propos de ces actualités, est-ce que vous pouvez me dire comment on publie une BD? Est-ce que l'un s'occupe du scénario et l'autre du dessin, ou est-ce que ce schéma est complètement faux?
Alors, complètement faux. Je ne sais pas s'il y a d'un schéma particulier, mais le principe est en général la lecture. Donc, on reçoit des dossiers ou des bouts de dossiers, on va dire, qui nous permettent de lire et d'appréhender un peu le travail. Et après, c'est évidemment, comme probablement beaucoup d'éditeurs de notre taille, une histoire aussi de rencontres et de courants qui passent avec l'auteur, la possibilité de discuter, d'échanger, de progresser ensemble. Donc voilà, et puis on est les deux à lire, à donner les avis sur ces manuscrits, on va dire. Donc le dessin est déjà présent dans le manuscrit. Dessin est déjà présent. Et des fois, parfois, il y a des certains titres qui sont plutôt portés par Daniel, des fois plutôt par moi. Ça, après, c'est l'histoire. Après, c'est le but, c'est de convaincre l'autre. C'est un jeu assez sympa. Et quelles sont les difficultés principales dans le métier d'éditeur actuellement? Peut-être en quelques mots, Daniel? Là, le gros problème qu'on a actuellement, il est lié au papier. En fait, il y a eu une grosse crise du papier après le Covid pour diverses raisons. Entre autres, les papetiers qui ont transformé leur machine à faire des papiers en machine à faire du carton pour en fournir à certains vendeurs qui faisaient de la vente par correspondance. Du coup, le prix du papier a explosé. Puis pour nous, ce qui est très compliqué, c'est qu'on essaie de faire des livres qui sont beaux, bien faits, qui ont des beaux papiers, mais qui restent abordables. Donc là, c'est très compliqué avec le papier qui a, pour certaines marques, ont doublé de prix en quelques années. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les 2 BD que j'ai lus pour préparer cette émission étaient vraiment très abordables au niveau du prix. Alors on essaye, mais du coup ça devient compliqué. Parce que déjà qu'on gagne pas beaucoup d'argent, là, voilà. Donc là, on est un peu dans ce moment vraiment très compliqué. On hésite entre augmenter nos prix et peut-être avoir des bouquins un peu plus modestes. On ne sait pas encore comment on va faire. Ouais. Bon, le temps continue à courir. Donc maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de terminer notre entretien en vous invitant à nous présenter les 2 livres qui vous ont marqué. Le premier est un livre issu de vos éditions. Quant au second, il met à l'honneur un texte de votre choix. Petit rappel, le jeu est un peu plus corsé puisque je vous ai demandé un livre de poche afin que nous puissions le découvrir dans le cadre du club de lecture que j'anime tous les premiers mercredis du mois. Est-ce que tu peux me parler de ton livre pioché dans le catalogue de tes éditions? De quoi parle-t-il et pourquoi a-t-il particulièrement retenu ton attention à la lecture? Ben? Alors, c'est Big Kids de Michael Desforges. Michael Desforges, il a plusieurs raisons, ce livre, mais en particulier, Michael Desforges est un auteur hyper prolifique, canadien, qu'on suit depuis quelques années. D'ailleurs, on a des fois un peu de peine à suivre tellement il produit. Et puis c'est surtout un auteur qui expérimente beaucoup, qui pousse un peu les limites de la narration, de la bande dessinée, du dessin, des codes en fait basiques de la bande dessinée. Et ce livre Big Kids, en 2 mots? Et ce livre Big Kids, alors déjà il est assez chouette parce qu'il est tout petit. Il a c'est un petit format qui donne l'impression d'être peut-être un journal intime, quelque chose comme ça. Et c'est effectivement un peu ça part sur l'écrit et évidemment l'illustration de certains souvenirs d'un adolescent qui a un peu des problèmes, qui est un peu maltraité par ses camarades, c'est un peu le souffre-douleur. Et à partir d'un certain moment, il a une transformation. Alors, je ne vais pas vous dire laquelle, mais cette transformation lui ouvre complètement de nouveaux horizons et une nouvelle façon de voir le monde. Et ça permet à Michael Desforges de faire un dessin complètement étrange au fur et à mesure du bouquin, mais tout en gardant une narration et une façon de raconter des histoires qui est absolument excellente. C'est vraiment un très bon auteur. Ok, très bien. Je me réjouis de découvrir ce bouquin. Et le second livre que vous avez choisi de nous présenter est un hommage d'une personnalité à une autre. Daniel, est-ce que tu veux... Oui, c'est un tout petit livre que Jean Echenoz a écrit à la mémoire et en hommage à Jérôme Lindon, qui était son éditeur au sein des éditions de Minuit. Donc Jérôme Lindon, je ne sais pas si on va le présenter, mais c'était le directeur et l'éditeur des éditions de Minuit, qui est mort il y a une vingtaine d'années. Puis Jean Echenoz a écrit un tout petit livre, ça doit faire 40-50 pages, où il se remémore des moments particuliers avec Jérôme Lindon. Et c'est vraiment génial parce qu'il parle de son éditeur, il parle de sa relation avec son éditeur. C'est un bouquin très drôle, où il évoque des souvenirs qui désacralisent un peu ce personnage hyper impressionnant de Jérôme Lindon. À la fois, c'est hyper respectueux, mais en même temps, ça remet un petit peu au centre du village le rôle de l'éditeur, et on se rend compte qu'en fait, un éditeur, des fois, c'est juste quelqu'un qui offre un espace
de création. Et puis qui a des petites manies, il raconte comment tout d'un coup un jour de Noël, Jérôme Lindon l'appelle pour être sûr que vraiment c'est bien un subjonctif qu'il veut à telle phrase, des détails comme ça, où tout d'un coup en discutant avec Jérôme Lindon, Echenoz se rend compte qu'effectivement un livre ça se vend, et qu'il faut penser aussi ça, un tirage, un prix de vente et tout ça, et qu'en fait lui il est complètement perdu dans la littérature, et qu'il aborde tout ça d'une façon très artistique, et qu'il pense pas du tout à l'aspect très concret du monde du livre, qui est aussi une petite industrie, voilà. Et c'est un livre vraiment, c'est un livre auquel je pense énormément, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur l'édition, sur le monde de l'édition, et qui montrent un peu l'envers du décor, au-delà de cette espèce du cliché de l'éditeur, qui est peut-être une espèce de mania, qui fume des gros cigares et tout ça. Et là, on est vraiment très loin de tout ça, quoi. C'est vraiment super. Et d'ailleurs, entre l'édition de BD et l'édition de littérature blanche, est-ce qu'il y a peut-être 2 différences ou 3 différences La différence, c'est surtout l'aspect très technique du traitement de l'image qui nous sépare. Sinon, je pense qu'on a une relation très proche aussi chez des éditions comme je ne veux pas me comparer à Jérôme Lindon, mais c'est vrai qu'il y a un rapport très humain chez ces éditeurs-là, qui est pareil aussi. Les éditions de Minuit, elles ont aussi un catalogue qui ont énormément suivi leurs auteurs. Voilà. Parce qu'on discute et du dessin et du propos. On discute de tout avec un auteur, une autrice, on parle de tout, aussi bien du propos, de comment. Il peut y avoir aussi bien l'aspect technique que la taille du bouquin, l'épaisseur du papier. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on évoque avec les artistes. Voilà. Parce que c'est vrai que souvent, je me dis, on corrige le texte, mais est-ce qu'on peut corriger l'image ? Alors, on peut corriger l'image. C'est beaucoup plus compliqué, donc dans une mise en page travaillée, de pouvoir dire ici, il faudrait changer ça. Alors, il y a des petits détails, mais voilà. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que le rapport avec les éditions, c'est que le dessin, c'est aussi une forme d'écriture. Donc, on se rapproche quand même de la littérature. Très bien, je crois qu'on arrive gentiment au bout de notre petite parenthèse Livre-moi. Je vous remercie d'avoir partagé ce quart d'heure d'émission avec nous. Pour ce 4e épisode de l'année, j'étais accompagné de Ben Chevalier et de Daniel Pellegrino des éditions Atrabile, éditions que je vous encourage à découvrir tout de suite en librairie pour l'audace et la qualité des récits que vous y trouverez. Quant aux 2 livres coup de cœur, vous pouvez les retrouver sur livremoi.ch. Nous, on se retrouve le 1er mai prochain pour la poursuite de notre tour d'horizon littéraire suisse roman. radiovostok.ch